Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant, nous allons essayer de décrire des solutions de type paquet d'ondes de l'équation de Dirac. Alors, c'est-à-dire qu'on va construire un paquet d'ondes en faisant une somme d'ondes planes de diverses fréquences, de diverses impulsions, diverses orientations, ce qui permet de construire un paquet d'ondes. On décrit un tel paquet d'ondes, c'est plus comme une somme sur toutes les polarisations alpha et sur les impulsions, c'est-à-dire une intégrale dans ce cas-là. Et donc on obtient des coefficients B, P, alpha pour chaque impulsion et chaque polarisation, et fois les solutions ondes planes, c'est-à-dire U alpha fois E moins exposant moins IPX. Donc les solutions en ondes planes. Et on se limite aux solutions d'énergie positive. C'est naturel, puisque ce sont les seules auxquelles on s'est donné un sens, en tout cas jusqu'ici. Et on définit une condition de normalisation, c'est-à-dire que l'intégrale sur tout l'espace doit être égale à 1. Et ce qui donne une condition sur les coefficients B. On peut aussi calculer le courant J+, comme on le fait avec Schrödinger, et on trouve qu'il est égal à la moyenne de P sur E, c'est-à-dire la vitesse fois la charge, ou plutôt la vitesse de groupe pour une fonction d'onde, ce qui est donc un résultat tout à fait normal, naturel. On peut aussi considérer un paquet d'ondes gaussien, donc en forme de cloche, en un instant t égale 0 et de largeur d, une certaine largeur d. Dans ce cas-là, on calcule les coefficients B correspondants. Les calculs sont un peu lourds, mais on peut calculer ces coefficients B. Et alors, on utilise l'équation de Dirac, ce qui permet d'avoir les coefficients BP alpha à un instant t, mais on trouve aussi des coefficients qu'on note D, P alpha, pour la partie V alpha des ondes planes, c'est-à-dire pour les coefficients d'énergie négative. Et donc on voit que la partie solution négative ressurgit automatiquement. En fait, si le coefficient B sur D, le rapport des deux, il est de l'ordre de l'impulsion divisée par la masse plus l'énergie. Et il devient important que si l'impulsion est de cet ordre-là, de l'ordre de M plus E. Ainsi, on vérifie que pour une distance, une largeur de paquet qui est grande par rapport à 1 sur M, et ça c'est la longueur d'onde de Compton, au constant près qu'on a posé égal à 1, je vous le rappelle. Donc, pour D de l'ordre de la longueur, nettement plus grand que la longueur de Compton, ce rapport est très petit, minuscule. Donc on peut négliger la partie des énergies négatives. Par contre, pour une distance inférieure à la longueur d'onde de Compton, ce rapport devient important. Et les composants d'énergie négative deviennent donc importantes. On ne peut plus les négliger. Si on calcule le courant pour ce paquet d'ondes gaussien au cours du temps, on obtient à nouveau P sur E, la vitesse de groupe, plus un terme oscillant avec une fréquence qu'on peut calculer qui est de l'ordre de 10 exposant 21 Hz, c'est-à-dire 1000 milliards de pulsations par seconde. C'est colossal. Cet effet est appelé le Zitterbewegung, qui est typiquement dû à une oscillation entre les états d'énergie positive et négative. C'est encore une occurrence, ce problème-là,
du fait que quand on essaye de localiser la particule sur des tailles plus petites que la longueur de Compton, les états d'énergie négative surgissent forcément. Nous en avions parlé dans le cas de Klein-Gordon. Une expérience qui montre bien ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Klein. Alors on prend, comme d'habitude, une barrière de potentiel, plutôt un mur, un escalier de potentiel, avec un potentiel V ici. Ici, la particule a l'énergie E. Là, à cause du potentiel, à l'énergie E-V. Il y correspond une impulsion. Ici, une impulsion Q. Alors, on mesure les positions X. Et ici, la position 0. Et la hauteur du potentiel est donc V. Q carré, on doit avoir E carré égale P carré plus M carré. Et à cause du potentiel, on a E moins V au carré égale Q carré plus M carré. Ce qui donne alors les valeurs de P et de Q. Et la résolution se fait comme pour le cas de l'équation de Schrödinger que nous avions vue. On prend une fonction d'onde incidente, qui est une onde plane, pour avoir plus facile, d'énergie positive, avec un spin vers le haut. On a alors une onde réfléchie, qui est A fois une fonction d'onde plane spin vers le haut, plus B fois spin vers le bas. Et une fonction d'onde transmise, qui est égale à C fois le spin vers le haut, plus D fois le spin vers le bas. Pour le calculer, on s'assure que la fonction d'onde est continue à cet endroit-là, en x égale 0, ce qui permet alors d'obtenir les valeurs des coefficients, et on obtient que B et D sont égales à 0, c'est-à-dire que dans ce phénomène de réflexion ou transmission d'une onde de particules par l'échelon potentiel, il n'y a pas de retournement du spin. C'est satisfaisant, on ne voit pas pourquoi le spin se retournerait, ne fût-ce qu'à cause de la conservation du moment angulaire. On trouve aussi 1 plus A égale C, et 1 moins A égale RC, où R est donné par le rapport Q sur K fois E plus M divisé par E moins V sur M. E moins V plus M. Et, oui, c'est bon, ok. Lorsque le potentiel est très petit, aucun problème. On trouve un résultat tout à fait semblable à ce qu'on obtient avec l'équation de Schrödinger. Une petite partie de l'onde se réfléchit, le reste est transmis, avec une énergie plus faible. Lorsque E-V est inférieur à M, au début, ce qu'on a, c'est on n'a plus assez d'énergie pour pénétrer la barrière. Dans ce cas-là, Q devient un nombre imaginaire, et ce qu'on a, c'est une solution amortie. C'est-à-dire que l'onde s'estompe à l'intérieur de la barrière. Quelque chose que nous avions aussi avec l'équation de Schrödinger. C'est tout à fait correct. Ici, on a quelque chose de plus, parce qu'on se dit, tiens, si on voudrait réduire au minimum la pénétration de la barrière, donc on va choisir un potentiel beaucoup plus grand, jusqu'à avoir V supérieur à E plus M. À ce moment-là, la longueur de pénétration devient de l'ordre de la longueur de Compton. Et là, on revoit à nouveau une solution oscillante qui est transmise. Et si on fait le calcul, on obtient que le courant incident
est égal au courant réfléchi plus le courant transmis. Pas de problème. Et le courant réfléchi par rapport au courant incident est donné par le rapport R ici, c'est-à-dire 1 moins R sur 1 plus R au carré. Pas de problème, on a ça aussi pour Schrödinger. Sauf qu'ici, R peut devenir négatif. Quand V devient supérieur à E plus M, le coefficient R devient négatif. Et donc, non seulement on a une transmission, ce qui paraît étonnant parce qu'on a augmenté le potentiel, mais le rapport ici devient supérieur à 1. C'est-à-dire que l'onde réfléchie est plus importante que l'onde incidente, ce qui paraît aberrant. En fait, ceci est typique à nouveau du problème de vouloir localiser la particule dans une zone plus petite que la longueur de Compton, et est typiquement lié à la création de particules. C'est-à-dire qu'on a une particule incidente, et on a plus en réfléchi, donc il y a une création de particules. Une partie réfléchie et une partie transmise. Donc il n'y a rien à faire, on devra se confronter à ce problème des états d'énergie négative. C'est inévitable. Alors, on ne va pas y venir tout de suite, mais dans pas longtemps, mais pas tout de suite. D'abord, on doit connaître un peu mieux l'équation de Dirac. Le fait est que si on n'essaye pas de localiser la particule dans une trop petite zone, ces difficultés n'apparaissent pas. Les états d'énergie négative ne sont pas présents ou peuvent être négligés parce que infimes. En particulier, si les potentiels varient lentement, ça, il n'y a plus de problème. Donc, en ce cas-là, on peut utiliser l'équation de Dirac et elle donne de très bons résultats. Notons que le problème pour lequel l'équation de Dirac a été cherchée, ce problème des états d'énergie négative, ce problème est non résolu. On continue, mais on va continuer avec l'équation de Dirac. Pourquoi ? Parce qu'elle décrit bien les électrons. Alors, l'équation de Cayley-Gordon peut servir pour d'autres particules, mais l'équation de Dirac convient bien pour les électrons, puisqu'elle décrit des particules de spin 1,5. C'est un cas fréquent en physique théorique. On n'est pas satisfait de quelque chose, on construit de nouveaux développements qui s'avèrent particulièrement utiles, alors qu'en fait, on les a construits pour de mauvaises raisons. Ici, c'était les états d'énergie négative. On a construit l'équation de Dirac. Donc Dirac a construit son équation pour cette raison. Et en définitive, ça n'a pas résolu le problème, mais l'équation s'avère très utile. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'étape suivante pour l'utilisation de l'équation de Dirac. Nous étudierons le couplage entre l'équation de Dirac et le champ électromagnétique. Et nous verrons que c'est beaucoup plus naturel que pour l'équation de Schrödinger, beaucoup moins ad hoc. Je vous remercie.